Alors, bonjour tout le monde. Euh, je suis Albert Amba, je suis stagiaire postdoctoral au pôle santé HEC. Les résultats de l'étude que je vais vous présenter, euh, le titre, c'est Explorer les expériences des médecins en situation de gestion pour comprendre les défis rencontrés lors de la première vague de la pandémie de COVID-19. C'est une étude qui a été menée avec mes collègues Denis Chenevert, Francis Maisonneuve et puis Ariane Fortin qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc, je vais commencer par vous parler un peu rapidement du pôle santé. C'est une plateforme de recherche universitaire qui fait de la recherche sur la gestion de la santé au Québec. Puis on fait de l'accompagnement, de la formation des professionnels, des gestionnaires, des décideurs du milieu de la santé. Et beaucoup de recherches actions et des études de cas, de la documentation, la synthèse des connaissances aussi. Alors, lorsqu'on parle de, de- des gestionnaires, des médecins dans le réseau de la santé, chaque fois la mise en contexte actuelle, c'est vraiment la réforme qui va des années 2015, là, la réforme Barrette, qui visait effectivement à améliorer le service de santé. Et cette réforme-là, on se souvient qu'elle aboutit à la création des CIS et des CIUS. Donc, il y avait 13 CIS et puis 9 CIUS. Mais ce qu'on constate de plus en plus, et lorsqu'on parle à tous les acteurs, même les résultats de recherche, montrent que cette réforme n'a pas été vraiment le succès, les espoirs qu'on a placés sur cette réforme n'ont pas été ce qui a été réalisé. Donc, on a abouti à une centralisation du réseau de la santé, donc avec beaucoup de pouvoirs donnés au ministre de la Santé, au ministère de la Santé. Mais il y a aussi eu beaucoup de tensions qui étaient observées au niveau opérationnel entre les gestionnaires et puis les administrateurs, d'une part, puis les professionnels de la santé, d'autre part, les professionnels de la santé voulant beaucoup plus innover dans le réseau, cherchant beaucoup plus à avoir beaucoup d'autonomie, et les gestionnaires, qui étaient souvent qui sont des gens qui sont nommés par le ministère, qui veulent davantage contrôler les processus, que ce soit la gestion des ressources humaines, l'approvisionnement, etc. Donc, euh, après, lorsque la COVID est arrivée, ces tensions se sont amplifiées. C'est-à-dire que ben, c'est davantage les médecins et puis les professionnels de la santé en général voulaient davantage prendre des initiatives, mais ils étaient bloqués par le gouvernement qui était là pour dire, ben, voilà comment les choses vont se passer. Cela a donné aussi naissance à des reproches entre les personnels. D'une part, les médecins qui reprochaient aux gestionnaires et aux administrateurs de ne pas suffisamment les écouter. C'est un peu ça le contexte général de cette étude-là. Alors, l'équipe de recherche a été contactée pour essayer d'évaluer cette situation-là après la première vague. L'équipe de recherche a été contactée pour analyser un peu les bons coups et puis les moins bons qui ont lieu pendant la première vague de cette pandémie-là. Mais les objectifs spécifiques étaient vraiment d'explorer les défis de gestion de la crise et puis de voir aussi s'il y a de bonnes pratiques qui ont été élaborées pendant cette première vague de la crise de COVID-19. Donc, nous, on a mené vraiment, comme je vous ai dit, on fait de la recherche-action, donc c'est de la théorisation ancrée. C'était des méthodes, on a commencé par un groupe de discussion. Par la suite, c'était 35 entrevues semi-dirigées. Donc, les participants, c'était des médecins qui occupaient des rôles de gestion et des médecins qui travaillaient aussi qui étaient membres de la cellule de crise. Donc, pour le groupe de discussion, c'était 20 médecins, mais pour les entrevues semi-dirigées, c'était 35 médecins généralistes. On a fait une analyse thématique et puis, bon, voilà, on a fait la vérification des résultats. Il y avait quand même un taux de participation assez élevé parce que c'était 52 médecins qui étaient dans la cellule de gestion de crise, dont à peu près 67,3%. Donc, les résultats, que ce soit les résultats de l'analyse
qui sortaient des groupes du groupe de discussion qui a eu lieu et que ce soit les résultats d'analyse d'entrevue nous ont permis de mettre en évidence trois grands thèmes, notamment l'absence de planification, la structure centralisée des SUS, du SIS en question, la faible autonomie décisionnelle, le faible soutien administratif et donc beaucoup de dysfonctionnement de la communication. Je vais vous présenter quelques illustrations de ce que les personnes qu'on a rencontrées, les médecins qu'on a rencontrés disaient. Donc, les noms que je prends là sont des noms fictifs. Et donc, je ne peux pas aussi parler du CIS en question parce que je suis un peu tenu par l'approbation éthique. Donc, on voit effectivement qu'il y avait un manque de préparation. Ça, c'est revenu chez tous les répondants. Et donc, le cas de Marc, directeur des services professionnels du CIS, qui nous dit, mais il n'y avait aucune préparation dans tous les éléments cruciaux, que ce soit les soins dans les CHSLD, que ce soit le contrôle de protection des infections, que ce soit les équipements de protection individuelle. On n'était pas préparé. Et donc, ça, c'était vraiment la problématique majeure. Donc, tout le monde a été un peu surpris. Donc, tout se faisait un peu dans l'improvisation. Donc, le deuxième plus grand thème qui est revenu, c'est vraiment la structure du CIS en question. Donc là, par exemple, Alain, chef du département de médecine générale, qui nous dit, ben, on a fait face à de gros obstacles et tout ce qu'on a eu, c'était vraiment qu'on l'a obtenu grâce à des luttes parce que la structure était très, très difficilement mouvable. Elle était très centralisée et puis on passait les informations, mais on n'arrivait pas à avoir des réponses à ce qu'on voulait obtenir. Donc, il fallait vraiment que les gens luttent, que les médecins luttent pour pouvoir obtenir ce qu'ils voulaient. Donc, ça a créé beaucoup de lenteur. Et donc, souvent, les décisions qui venaient même du haut étaient complètement déconnectées des réalités qu'eux, ils vivaient au quotidien. Après, nous avons Caroline, qui est la directrice du Conseil des médecins, et qui elle siégeait à la fois à la table des chefs. Donc, la table des chefs, c'est vraiment tous les chefs, les médecins qui occupent un rôle de gestion et qui sont dans les départements, que ce soit dans les chefs de service, mais aussi à la cellule de crise. Donc, selon elle, l'application uniforme des décisions prises au niveau de l'ensemble du SUS en provenance du ministère de la Santé ne prenait pas en compte les particularités de chaque site. Là, il y avait beaucoup de choses, parfois des innovations qui se faisaient ailleurs et qu'on voulait appliquer dans d'autres sphères du SIS, mais qui n'avaient rien à voir avec la réalité que les gens vivaient. Après, on a Émilie, responsable des hospitalisations et membre de la cellule de crise, qui faisait partie de la cellule de crise aussi. Selon elle, les décisions prises par la cellule ont exacerbé les tensions médico-administratives existantes avant la pandémie de COVID-19. Ensuite, toujours les questions de faible autonomie décisionnelle. Là, on a Evelyne, médecin-chef du département des urgences, qui estime que l'approche top-down adoptée par le gouvernement a généré beaucoup de frustration. Plutôt Sylvain, Evelyne, excusez-moi, je regarde deux écrans en même temps. Donc, Evelyne, médecin, chef du département des urgences, qui nous disait, ben, les médecins ont pris toutes sortes d'initiatives médicales plus ou moins structurées. Et donc, ça a créé beaucoup de problèmes sur les résultats qui ont été... ça a créé vraiment beaucoup de frustration pour les médecins. Donc, après, on a beaucoup de dysfonctionnements au niveau de la communication, notamment avec Sylvain qui nous disait, ben, lui, il était responsable du département du chirurgie. Il nous dit le respect des procédures administratives a entraîné beaucoup de pertes de temps. Donc, c'était trop protocolaire. Il fallait passer d'un chef à un autre, d'un chef à un autre. De tous ces entrevues, on a essayé d'identifier c'était quoi les leviers sur lesquels on pouvait agir. Donc, selon les répondants qu'on a rencontrés, on disait qu'il faudrait vraiment qu'on décentralise la gestion de crise pour les crises prochaines en mettant un peu plus en place une gouvernance locale. On a vu que tout ce qu'on voulait mettre en place qui étaient les orientations qui venaient du ministère et qu'on voulait appliquer partout ne marchaient pas.
Et donc, il faut aussi développer des mécanismes de communication qui vont faciliter la circulation de l'information, notamment du bas vers le haut, parce que c'était vraiment difficile. Un autre levier sur lequel on peut jouer, c'est vraiment de renforcer la cogestion médico-administrative en le déployant un peu dans différents niveaux organisationnels, parce que ce qu'on a constaté, c'est que à certains niveaux, la cogestion existait. Vraiment, la cogestion, c'est des gestionnaires et puis des médecins qui font équipe ensemble. Mais elle existait parfois au niveau opérationnel, mais au niveau stratégique, elle était complètement absente. Et puis, une plus grande autonomie décisionnelle. Les médecins qu'on a rencontrés nous disaient, ben, écoutez, nous, notre travail, c'est d'abord notre expertise et notre expertise doit être reconnue. Et quand elle doit être reconnue, surtout dans des situations comme ça, nous sommes des gens qui gèrent la crise tout le temps. Et puis, quelque chose qui est revenu, qui était comme un levier important, c'est vraiment la télémédecine. Pour eux, il faut vraiment on préconise la télémédecine pour ce genre de situation de crise. Donc, dans un contexte de crise pandémique, ce que cette étude nous apprend, c'est que la centralisation amplifie beaucoup, crée beaucoup de problèmes, beaucoup de demandes, notamment pour les professionnels de la santé, notamment pour les médecins. Ça réduit leur autonomie décisionnelle. Elle génère aussi beaucoup de tensions médico-administratives, beaucoup de tensions. Le blâme était permanent. Et puis enfin, ce qu'on peut retenir de façon générale de ces expériences-là, c'est une grande nécessité de réformer le réseau de la santé en assouplissant la structure des CIS et des CIUS et en l'aide d'autant de ressources organisationnelles qui facilitent la communication entre les instances centrales et opérationnelles. Voilà ce que j'avais à vous présenter dans le cadre de cette recherche. Merci.